Bonsoir Philippe. Salut Jean-François. Philippe, toi, t'es parti de loin aujourd'hui. Ça fait un petit bout. Effectivement, dans le trafic, dans la tempête, tu as vécu toutes les péripéties inimaginables sur ton chemin vers le studio. Le Québec au complet. Le Québec au complet, tu as passé des heures sur la route. Merci d'être avec nous ce soir, malgré la mauvaise température qu'il y a eu aujourd'hui. On l'apprécie vraiment. Philippe, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé sont convenus d'un processus mondial visant à élaborer et à négocier une convention, un accord ou un autre instrument international en vertu de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, afin de renforcer la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Depuis les 2 dernières années, plusieurs efforts y ont été mis et la date de cette signature serait le 24 mai prochain. Cette semaine, le professeur Christian Perron y est allé d'un cri du cœur. On l'écoute à l'instant, puis on commente ça par la suite. Bonjour, je suis Christian Perron, médecin et professeur en médecine. Et durant ma carrière, j'ai présidé pendant 15 ans des conseils officiels en charge de politique de santé publique, de vaccination, de gestion des crises sanitaires et d'épidémies. Je suis également vice-président du groupe d'experts sur la vaccination pour la région Europe à l'Organisation mondiale de la santé. Mais il faut savoir que l'OMS n'est plus ce qu'elle était. Désormais, les intérêts privés la contrôlent. Un traité de pandémie va être soumis au vote le 24 mai prochain lors de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Et si ce traité était adopté, des pouvoirs exorbitants seraient attribués au directeur général de l'OMS. Sur ce sujet majeur, aucun mot dans le débat public ni dans les grands médias. Un silence assourdissant pour un traité si important qui sera un chèque en blanc fait à l'OMS par les États-nations mis sous tutelle. Depuis maintenant plusieurs années, je vous rencontre, partageant avec vous un combat pour la vérité et la liberté. Et je sais que nous sommes très nombreux à travers tout le pays à chercher par tous les moyens à résister. Chaque citoyen, collectif ou association peut et doit se mobiliser contre ce projet de traité de l'OMS. Certains ont d'ailleurs déjà commencé. Je vous propose une action très simple. Les élections européennes approchent. Il est essentiel de demander aux candidats et aux partis de se positionner publiquement sur ce sujet, mais aussi à vos élus et notamment vos députés. Sont-ils d'accord pour que l'OMS ait un pouvoir contraignant sur les États, pour que les États abandonnent leur souveraineté en matière de santé et d'environnement? Réalise-t-il que chaque pandémie que nous avons eue depuis 20 ans est en réalité un prétexte pour la mise en place d'une gouvernance mondiale autour d'un concept nouveau, une seule santé? Savent-ils que la définition même de pandémie a été modifiée, le critère de mortalité ayant été retiré? Une pandémie peut donc être décrétée sans aucun mort. Nous plongeons dans un état d'urgence sanitaire quasi permanent. Avec ce traité, les États s'engageront à appliquer sans discussion toutes les décisions de l'OMS et du jour au lendemain, le directeur général de l'OMS pourra déclarer une pandémie pour une maladie qui ne tue pas et contraindre les États à subir toute une série de mesures liberticides que nous avons malheureusement connues dans un passé pas si lointain, sans pouvoir nous y opposer, comme par exemple la fermeture des frontières, le confinement, l'administration obligatoire de produits médicamenteux non éprouvés. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu une telle menace contre nos libertés fondamentales et notre souveraineté. L'actualité récente témoigne d'une volonté profonde de la part du pouvoir en place de non seulement limiter la liberté d'expression, mais aussi de la punir pénalement avec la prolifération de projets de loi liberticides, l'un condamnant les médecins qui ne suivent pas les recommandations gouvernementales, l'autre incitant à la délation de propos tenus dans le cadre privé et jugés interdits par les autorités, et enfin la condamnation de toute personne critiquant un membre du gouvernement ou ses actions. Nous voyons bien que tout s'articule, de l'échelle mondiale à l'échelle nationale, avec une volonté de nous dérober notre souveraineté. C'est pratiquement un discours à la nation. C'est un discours à la nation. Effectivement. Mais juste avant d'aller dans le discours à la nation, parce qu'on prend souvent pour acquis que nos auditeurs connaissent l'OMS, puis on est rendu des fois qu'on utilise des buzzwords, tu sais, et on prend pour acquis que tout le monde connaît ce dont on parle. Mais ce soir, Philippe, j'aimerais, avant qu'on parle de l'OMS, ou du traité de l'OMS, pardon, j'aimerais que tu puisses me parler de l'OMS. Qui est l'Organisation mondiale de la santé?
Parce que je ne veux pas prendre pour acquis ce soir que nos auditeurs savent tous qui est l'Organisation mondiale de la santé. En réalité, il y a même une chose de plus. On utilise des mots et la définition change en permanence, mais on utilise le même mot. Il y a plein de cas et de figures où, quand on parle d'avortement, quand on posait la question avant aux gens, ils disaient, qu'on soit d'accord ou pas, le sujet n'est même pas là. Mais on disait, c'est quelques semaines, c'est 1 mois, c'est 2 mois. Puis quand on leur dit, oui, mais au Québec, maintenant, c'est jusque J-1. Ah, je ne savais pas. Donc, on obtient l'accord sur quelque chose qui peut avoir du bon sens dans l'esprit des gens, et après, on en change la définition. Comme pendant la pandémie, on changeait en permanence. C'est toujours le même graphique, mais on changeait la définition du calcul. Ouais. Dans le même graphique, ce Ouais. qui en mathématiques est interdit. Si tu changes de définition, tu changes de graphique. Ouais. Donc, l'OMS, il y a 2 choses. Il y a l'OMS tel qu'il était historiquement et l'OMS tel qu'il est aujourd'hui. Déjà, ça, ce n'est pas la même chose. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, initialement, c'était, et ça faisait sens, un organisme supranational qui se posait des questions sur les problèmes de santé mondiale, parce que une maladie, ça ne s'arrête pas à une frontière. Jusque-là, pas de problème. Et il y avait des représentants des grands pays qui étaient là-dedans, qui étaient généralement des médecins, quelques politiques. Ces dernières années, c'est quasiment privé. Si on regarde le financement, c'est essentiellement Bill Gates. Alors, directement ou indirectement, il est devenu un plus gros financeur que les États-Unis eux-mêmes. Bill Gates, que je rappelle, est impliqué dans les vaccins. Et ce qui est beaucoup plus grave, et là je pèse mes mots quand je dis grave, c'est catastrophique, c'est que quand les gens payent à l'OMS, c'est pas, écoutez, vous faites du bon travail, je vous donne tant de millions, faites-en bon usage. Non. C'est, je vous donne tant de millions pour cet usage. Donc, tu as quelqu'un comme Bill Gates qui, d'un côté, va investir dans une pharmaceutique et de l'autre côté, dire à l'OMS, je te donne tant d'argent, mais tu vas utiliser tel vaccin dans tel pays. Donc, c'est une manière de faire de l'argent et de contrôler la population. Donc, il y a vraiment un enjeu de l'OMS qui n'est plus du tout l'organisme qu'on pensait avant, qui était quelques scientifiques, médecins et politiciens qui parlaient globalement des grands problèmes de santé qui pouvaient être à cheval sur 2 pays. Non, maintenant c'est fini. C'est un organisme en théorie public, en pratique essentiellement financé dont par le l'objectif privé. La question est intéressante. Je ne sais plus. Non mais, je ne sais plus. Je veux dire, quand tu as des gens qui financent et qui peuvent choisir à quoi servent leur argent, ça va dépendre des intérêts des uns et des autres au moment où ça va arriver. On n'est plus du tout dans l'intérêt national, on est dans l'intérêt privé. Je vais rephraser Philippe. Qu'est-ce qui rend cette organisation occulte et que cache cette organisation? Je pense qu'elle est utilisée actuellement par tout le courant mondialiste pour prendre le contrôle par la bande des pays. C'est-à-dire que ce qu'ils ne peuvent pas faire directement, ils essaient de le faire indirectement. Et on va retrouver donc beaucoup de financement privé en ce sens. Maintenant, on ne peut pas vraiment dire ce qu'il y a derrière, parce que, comme on le dit, c'est occulte. Donc, j'ai rien contre le fait qu'il y ait du financement de gens riches pour des organismes internationaux. Pourquoi pas? Dans la mesure où c'est, vous faites du bon boulot, je vous donne tel montant, faites-en ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est, je vous donne tel montant pour un usage défini par mes soins. En gros, c'est eux qui décident qu'est-ce qui se passe. Donc, quand on plus gros financier... Il faut que ça serve aussi mes intérêts quand je te donne des sous. Définitivement, si Bill Gates donne des millions... J'ai du mal à voir Bill Gates comme Mère Teresa. J'ai peut-être tort, mais je le vois quand même quelqu'un de beaucoup plus intéressé dans la vie. Non, mais c'est ce que je te dis. si Bill Gates donne à l'OMS parce qu'il y a des intérêts... Personnel. Et c'est ce que je dis? Oui, c'est absolument ça. Je faisais de l'ironie. Excuse-moi, je faisais de l'ironie. Maintenant, on sait que le 24 mai prochain, il devrait être signé le traité de l'OMS. C'est quoi le traité de l'OMS? Alors, c'est un traité. Le traité de pandémie. Oui. C'est le traité mondial pour la protection des pandémies. Oui. En gros, on dit que le président de l'OMS peut décider par lui-même ce qu'est une pandémie
Et je reprends les mots. Il faut bien entendre ce qu'il a dit tout à l'heure, professeur Perron. Une pandémie, c'est quoi? La définition, encore une fois, même mot, la définition a changé. Avant une pandémie, c'était une maladie qui était lieu dans plusieurs pays dans le monde, donc pan dans le sens qu'il y avait plusieurs pays dans le monde, pas forcément mondialement, mais beaucoup de pays dans le monde dans lesquels il y avait quelque chose. Qui impliquait plusieurs pays. Impliquait plusieurs pays, puis pas juste deux, là, pas les deux voisins, là, plusieurs pays, et qui avait une mortalité. Parce qu'on peut avoir une pandémie de rhume. Tous les hivers, on a une pandémie de rhume en hémisphère nord et tous les hivers en hémisphère sud. Enfin, les étés, l'hiver pour eux qu'il l'été pour nous. Mais ça tue personne, je veux dire, on a tous le nez qui coule, quoi. C'est pas plus grave que ça. Mais maintenant, il n'y a plus le critère de mortalité. Donc n'importe quelle bactérie, virus, va être considéré comme potentiellement une pandémie. Une fois que l'OMS aura décidé qu'il y a une pandémie, elle aura le pouvoir de décider un certain nombre de petits détails, comme vous enfermer chez vous, comme fermer les frontières, comme imposer un passeport numérique pour voyager, comme intégrer au passeport numérique tous les vaccins que vous avez. En gros, c'est la prise de contrôle. Et à la demande du Canada, ça a l'air qu'il y a des résistances, heureusement, à la demande du Canada, on intégrerait aussi les enjeux climatiques. C'est-à-dire que le patron de l'OMS pourrait dire, parce que dans 100 ans, selon moi, on va avoir trop chaud, ben je ferme les entreprises. Et c'est contraignant. À la différence de bien des traités, c'est contraignant. Ça, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Mais si je te demandais aujourd'hui, Philippe, c'est quoi le selling point en marketing? Qu'est-ce qu'on affiche pour rendre ce traité de l'OMS attrayant, pour inciter tous les gens à embarquer dedans? Ah ben c'est tout simple. Il faut qu'on transfère des connaissances dans les pays pauvres. Il faut que, si on veut arrêter une maladie, il faut que tout le monde soit équipé de la même manière. Et puis, les virus n'ont pas de frontières, donc il faut que nous travaillions. Comme tout ce qui est fait récemment, c'est toujours pour le bien. C'est toujours pour le bien. Le résultat est toujours le même, par contre. C'est toujours moins de liberté. Oui, c'est ça. Si demain, parce que là, tu as énuméré tes préoccupations. Une partie, en tout cas. Une partie de tes préoccupations rattachées à ce traité-là. Mais si demain, un tel traité devait être signé, ça change quoi dans l'immédiat, dans ma vie de tous les jours, à moi? Eh bien, ça va dépendre de ce que décide le patron de l'OMS. Si le patron de l'OMS... En réalité, la décision qu'a pris notre Premier ministre de nous enfermer tous parce qu'il avait le feeling que c'était la bonne affaire à faire, ben, ça ne sera plus lui qui va prendre la décision, ça va être directement le patron de l'OMS. Et ce qui est très intéressant, si je suis en désaccord avec notre Premier ministre, je ne dis pas que c'est facile, il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Mais en théorie, on a une Cour suprême. On est capable de poursuivre. C'est quoi qui est au-dessus de l'OMS? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, en gros, on donne un pouvoir absolu, j'aime beaucoup le mot employé par le professeur Perron, exorbitant. On donne un pouvoir exorbitant à quelqu'un qui n'a aucun contre-pouvoir. Zéro. Je ne comprends pas que tout le monde ne soit pas en train de sauter partout en disant... je rappelle que quand le gouvernement fédéral prend une décision qui pourrait imaginer que dans un certain cas de figure, ça influence quelque chose sur la santé au Québec, tout le monde pousse des cris d'orfraie en disant « quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur ». Là, on donne à quelqu'un qui est au-dessus des gouvernements, que personne ne peut poursuivre, avec lequel on n'a pas le droit d'être en désaccord, et on lui dit « non seulement je te donne les clés, mais en plus, je ne me donne plus la permission de pouvoir revenir en arrière ». Alors, je n'ai pas dit que ça va se mettre en place en 15 jours dans le pays, parce qu'il va falloir que ça rentre dans les lois, etc. Ça va prendre un peu de temps. Mais c'est pas une fois que c'est mis en place qu'on va faire marche arrière. Non. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, la caméra est là. Appelez votre député. Appelez votre député. On a une élection. La seule chose qu'on pourrait changer, si on voulait reprendre le même message du professeur Perron, mais au Canada, ce n'est pas des élections européennes. On a une élection fédérale qui s'en vient. Appelez votre député. Demandez-lui ce qu'il en pense. Est-ce qu'il a envie de signer pour ça? S'il y a trop de pression, ils ne signeront pas. Ils voulaient le signer l'année dernière, il y a eu trop de pression, ils n'ont pas réussi à le signer. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui diraient, par exemple, Philippe, écoute,
il n'y a rien qu'on peut changer. C'est déjà entamé. On ne peut pas voir si nos gouvernements seraient assez fous pour léguer leur pouvoir à un tiers. Quel avantage ça pourrait leur faire, leur donner de plus, de léguer leur propre pouvoir à un tiers? Ben, c'était quoi l'avantage de fermer tout le pays et de foutre en l'air toute l'économie du Québec? On a encore des faillites qui continuent en rafale. C'était quoi l'avantage de donner des médicaments à des enfants dont ils n'avaient aucun risque, alors qu'ils savaient, parce qu'ils l'ont signé dans les documents officiels, qu'ils n'avaient même pas étudié la transmission? Donc tout l'argumentaire du gouvernement, comme quoi c'était safe, indéfectible et que c'était pour protéger mamie, c'était un mensonge, pur et dur, puisque c'était écrit par contrat que ça ne le faisait pas. Donc on a injecté des enfants qui n'avaient aucun risque, parce qu'il y a des milliards à faire, il y a de l'argent à faire. Donc simplement qu'au lieu de se jouer au niveau d'une province, en réalité ça s'est joué au niveau de la Mackenzie, ce que j'appelle, pour ceux qui m'écoutent souvent, la Mackenzie, c'est en gros l'Europe, le Canada, une partie des États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc partout, la firme Mackenzie s'est occupée de la pandémie, et qui est comme un nouveau pays, là, ils gèrent ça comme un pays maintenant. On a vu ce qui a été fait. Il y a beaucoup d'argent à faire, maintenant ils veulent faire ça au niveau mondial. Alors heureusement, il y a des résistances, entre autres des pays de l'Est de l'Europe, là, parce qu'eux, ils ont connu l'URSS, ils savent ce que c'est qu'un gouvernement qui veut jouer dans leur plate-bande. Ils résistent. Mais les gens veulent se faire élire, là. Il y a une élection fédérale. Elle s'en vient, là. On ne sait pas exactement quand, mais elle s'en vient. C'est le moment de poser la question en disant à votre député, dites-lui, allez le voir. De toute façon, en ce moment, normalement, on ne les voit pas beaucoup, mais là, ils veulent se le faire réélire, ils sont partout. Allez les voir, posez-leur la question publiquement. Obligez-les à se commettre. Comment t'expliques, Philippe, en terminant en 30 secondes, comment t'expliques le silence des médias et de nos politiciens face à un traité qui est aussi important, qui pourrait changer la façon dont on est habitué de vivre la politique? De mon point de vue, c'est relativement simple. M. Schwab s'est vanté d'avoir rempli tous les cabinets avec des young leaders. Eux croient à un gouvernement mondial. C'est une manière d'y arriver. Tant qu'on votera pour des young leaders, ils vont tout faire pour aller vers leur objectif. Tout simplement. Je veux dire, ils ne le cachent pas. Il n'y a pas de théorie du complot. Ils le mettent sur leur site web, ils en vantent, ils font des conférences. Ils expliquent à qui veulent entendre ce qu'ils veulent faire. Ils veulent un gouvernement mondial géré par des grosses compagnies, des banques et des organismes internationaux, qui eux-mêmes sont contrôlés par des grandes compagnies. Donc en gros, gérés par des grosses compagnies. Donc il y a quelques dizaines de personnes qui vont gérer le monde et qui pensent que ça va être mieux fait par eux que par les autres. C'est leur projet. C'est leur projet. Ils le disent sur tous les tons. Mais on dirait que les gens ne veulent pas entendre parce que ça ne les arrange pas. Nous, on t'a entendu ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe. Wow! Vous savez, c'est important, ces sujets-là, et je pense que c'est important qu'on puisse les creuser, vous les exposer. Tous les efforts, présentement, sont mis de concert à travers la planète par les mondialistes à implanter un gouvernement mondial, Philippe le dit, une monnaie mondiale, une religion mondiale, une réduction de la population, et nous prenons tous les moyens inimaginables pour y parvenir. Mais vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit, dans Luc 21, 31, « De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Et notre espérance, nous, on n'est pas dans ce qu'on voit physiquement de nos yeux arriver sur la planète. Au contraire, ce qui arrive présentement sur la surface de la Terre est en étroite corrélation avec ce que la parole de Dieu avait déjà prophétisé. Vous savez, vous voulez avoir un livre d'actualité, achetez-vous une Bible. C'est le meilleur livre d'actualité que vous allez pouvoir avoir sous la main, dans lequel, en la lisant, vous allez voir les signes des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et après ça, une fois que vous voyez tout ça arriver, alignez votre vie avec le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt chercher son Église et tous les signes qui sont en train d'arriver sur la surface de la terre sont arrivés parce que ça a été prophétisé par Dieu lui-même il y a déjà plusieurs années de tout ça. Notre espérance, elle n'est pas dans ce qu'on voit. Notre espérance est dans ce que nous ne voyons pas encore parce que nous savons qu'un jour, très bientôt, notre délivrance se rapproche.
suivre.